Entreprendre en Wallonie. Par où commencer? Et qui peut m'aider? Que vous soyez indépendant, salarié, chef d'entreprise, étudiant ou demandeur d'emploi, le 1890 est là pour vous orienter. Parce qu'y voir plus clair, c'est déjà avancé. 1890.be, l'essentiel pour entreprendre en Wallonie. Julien et Pierre-Yves ont concrétisé leur ambition, créer un espace de coworking durable à Anderlecht. À chaque étape de leur projet, un conseiller du 1819 leur a donné les infos dont ils avaient besoin pour avancer. Faites comme eux, appelez-nous au 1819 ou visitez 1819.brussels. Entreprendre à Bruxelles, c'est plus simple quand quelqu'un est là pour vous guider. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au salon 6 Days, 6 jours pour lancer / développer ma boîte. C'est le salon Figital de l'entrepreneuriat qui a déjà commencé ce lundi et qui va se poursuivre jusqu'à demain, samedi 2 octobre. Alors vous savez, le salon, c'est notamment beaucoup de sessions live comme celle-ci durant lesquelles vous apprenez, vous vous outillez, vous inspirez au sujet de plein de thématiques qui tournent autour de l'entrepreneuriat, de près ou de loin. Alors si vous êtes là aujourd'hui, c'est probablement que votre activité est en pleine croissance, votre charge de travail augmente probablement de manière proportionnelle, ou bien peut-être que vous souhaitez lancer votre activité directement en ayant engagé des salariés. Alors si c'est le cas, vous vous posez probablement pas mal de questions, telles que quel est le coût total salarial, quelles sont vos obligations en tant qu'employeur ou futur employeur, quelles sont les réductions et les aides disponibles, etc. etc. C'est bien normal, mais pas de panique, nous sommes là pour vous aiguiller et vous donner toutes les réponses à vos questions. Pour ce faire, je suis bien accompagnée comme d'habitude et aujourd'hui, mon invitée, c'est Carole Tamboué. Bonjour Carole. Bonjour. Carole qui est Account Manager chez Partena Professional. On vous racontera un petit peu qu'est-ce que c'est Partena si vous n'avez pas encore assisté à l'une des autres sessions données par les collègues de Carole. Profitez vraiment de la présence de notre invitée pour poser toutes vos questions. Dans le chat également, interagir si vous le souhaitez. C'est un cadeau, le fait qu'elle soit là pour répondre à vos questions de manière personnalisée. Nous sommes donc partis pour 45 minutes d'atelier avec éventuellement quelques minutes de questions-réponses à la fin. Et puis, comme je le disais, vraiment, n'hésitez pas, allez-y, on est là pour vous. Première question tout d'abord pour toi, Carole. Un petit mot par rapport à Partena Professional pour ceux qui ne sont peut-être pas au courant de qu'est-ce que c'est. Justement, qu'est-ce que c'est Partena Professional et quel est ton rôle, toi, là-dedans? Justement, Partena Professional, c'est toutes sortes de services qui est autour de l'entrepreneuriat. Donc, secrétaire social, bien sûr, en premier, mais pas que. Donc, on part d'une idée, d'une entreprise, s'installer en tant qu'indépendant, engager du personnel. Là, vous êtes à la bonne adresse. Et ici, en chiffres, vous voyez, donc on a 28 agences, on est avec 1800 collaborateurs et on gère des fiches de salaire de 1 120 000 payes par mois. Donc, c'est vraiment une grosse charge. Et également, on a quand même 80 ans d'expérience et d'expertise au niveau de la paye. Ok, super. Et toi, ton rôle à ce niveau-là? Moi, mon rôle, j'accompagne, je renseigne et j'accompagne les nouveaux employeurs à s'installer en tant que nouvel employeur avec tout ce qui est obligation autour de cette thématique. D'accord. Alors justement, on va sonder un petit peu dans l'audience. Qui ici est déjà employeur, oui ou non? On va vous mettre un petit sondage pour voir un petit peu qui est présent. Et puis en fonction, soit vous n'êtes pas encore employeur et là vous allez apprendre plein de choses, ou alors vous l'êtes déjà et vous allez peut-être bénéficier d'astuces, de conseils pour optimiser peut-être votre gestion de la paye, votre gestion des employés, etc. Donc on attend un petit peu vos réactions et en attendant, on continue avec une première question pour toi, Carole, concernant vraiment maintenant le fond. Quels sont les avantages et les inconvénients d'engager un collaborateur? Les avantages, déjà, vous déchargez d'un travail qui vous empêche en fait à vous concentrer dans votre business actuel. Donc, ça veut dire que vous devez décharger des tâches et aussi, bien sûr, quand vous êtes en croissance de votre entreprise et vous dire
que vous avez besoin de plus de demandes et que vous avez plus de demandes, mais vous voulez grandir, alors là, c'est un avantage d'engager un premier collaborateur. Les inconvénients, bien sûr, vous êtes lié à un contrat avec, bien sûr, votre collaborateur. Donc, il faut avoir assez de travail, il faut avoir assez du temps pour consacrer à ce nouvel collaborateur. Et également, il faut avoir des finances parce qu'il y a un coût derrière qui est important pour l'entreprise, même si ce coût pourrait être déduire, mais je pense qu'on va y revenir tantôt. C'est un coût quand même financier et un impact humain que vous mettez en œuvre pour engager du personnel. Qu'il faut pouvoir assumer, effectivement. Tout à fait. Alors, je m'adresse à la régie. Est-ce que la régie peut nous envoyer les résultats du premier sondage? Et puis, on va continuer à apprendre à connaître notre audience. Donc ici, on a plusieurs personnes qui ne sont pas encore employeurs. Alors, une autre question qu'on a envie de vous poser, du coup, c'est si vous ne l'êtes pas encore, mais que vous envisagez d'engager, quel type de renfort est-ce que vous voudriez engager? Est-ce que vous voulez engager quelqu'un en tant qu'employé ou ouvrier ordinaire? Est-ce que vous songez plutôt à un étudiant ou bien à quelqu'un d'intérimaire ou encore un flexi-job? Dites-nous un petit peu à quoi est-ce que vous pensez, puisque là aussi il y a des différences, on en parlera un petit peu. En attendant, on continue de notre côté, justement en lien avec le sondage, comment est-ce qu'on peut définir quel type de personne engager en tant qu'employeur? Quels sont les critères pour savoir comment prendre sa décision? Les critères, ça veut dire pour combien de temps déjà, ça c'est un bon critère. Pour combien de temps est-ce que vous aimeriez bien engager? Est-ce que c'est pour, par exemple, un boulanger qui se dit, moi, je n'ai pas beaucoup de travail pour consacrer un temps plein, mais j'ai quand même besoin d'aide de temps en temps. Ça, c'est déjà une base de se dire c'est ponctuel. Alors là, on peut se diriger plus vers un étudiant. Si c'est une personne dans une entreprise digitale qui veut lancer un web design ou quelqu'un qui va travailler avec lui, donc c'est du long terme, alors là, on peut parler beaucoup plus en tant qu'employé, en tant qu'une personne stable. Si par exemple, on se dit, moi, j'ai déjà du personnel, mais de temps en temps, pour pas trop surcharger, ça c'est des employeurs qui ont déjà la maturité, qui ont déjà engagé, j'ai besoin de quand même de temps en temps une personne avec un coût moins élevé et dans certains secteurs, c'est possible, vous pouvez prendre un flexi-job. Alors là, c'est ponctuel, vous n'êtes pas toujours lié, vous êtes lié à un contrat de un jour ou bien de quelques heures pour justement l'aide dans votre décharge d'activité. D'accord, donc le temps, c'est vrai que c'est quand même un grand facteur qui peut aider à prendre la décision, le temps de travail. Le temps de travail. Ok, super. On continue. Donc ici, on voit qu'on a certains qui songent à engager un employé, d'autres flexi-job. Une autre question qu'on a pour vous, c'est quand est-ce que vous envisagez d'employer quelqu'un, d'engager quelqu'un? Est-ce que c'est assez proche là dans le temps? C'est peut-être dans une semaine. Bon, ça va être très 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 rapide, mais qui sait, pourquoi pas? Pourquoi pas dans 2 mois? Ou peut-être que vous anticipez un petit peu et que vous voyez ça plutôt pour l'année prochaine, donc dans 1 an. Dites-nous là aussi, comment est-ce que vous vous positionnez? Et puis une question très importante pour ceux qui nous regardent, Carole, c'est la question des coûts. Donc employer quelqu'un, c'est vraiment pas quelque chose, c'est pas une décision qu'on prend à la légère. Non. Il y a des grosses répercussions financières. Pour pouvoir anticiper tout ça, quels sont les coûts à prévoir? Les coûts, il y a 2 axes. Un axe, c'est tout ce qui est autour du salaire, et un autre axe, c'est toutes les obligations en tant qu'employeur. Donc ici, on va peut-être regarder au niveau de l'axe salaire. Tout dépend bien sûr du secteur d'activité, parce qu'il y a toujours des conventions collectives au niveau sectoriel qui ont été déterminées quel est le salaire minimum, mais vous êtes libre en tant qu'employeur de décider quel salaire vous aimeriez bien donner. Ensuite, on part du salaire brut. Quand on part du salaire brut, vous montez en haut, et je pense que... On peut avoir les slides oui, peut-être tout avec à une fait. simulation, parce qu'on a une simulation qui va être Tout à fait. très utile. Donc ici, vous avez le brut. Au-dessus, on rentre dans les coûts patronales. Donc ça veut dire les 25%
des charges patronales que vous avez. Et après, vous avez les cotisations de sécurité sociale, donc l'ONSS pour l'employé et bien sûr pour l'employeur. Et ça s'élève pour une commission paritaire de 100 à 13,07% du salaire. Et ensuite, seulement, vous avez l'imposable qui devient net. Donc, le prochain slide, comme vous le voyez, quand on part dans une base de rémunération brute de 2 000 €, vous êtes à une cotisation patronale de 457, l'ONSS vous coûte 127, l'imposable pour la personne, c'est 1800 et c'est sur ça que la personne va payer des cotisations sécurité sociale et un précompte professionnel. Et le net, il revient à 1600. Mais le net, bien sûr, dépend de la charge fiscale de la personne. Donc, ça se peut que moi ou toi, on a le même brut, mais que le net varie selon la charge fiscale. Donc ça, c'est aussi important de se dire, quand vous négociez ou quand vous partez, on part toujours d'un brut, parce que le net, l'employeur n'a pas d'impact sur son net. C'est le travailleur elle-même, au niveau de sa charge fiscale, qui a impact sur le net. Ok, donc ça permet vraiment de situer cet exemple chiffré, de se dire, voilà, au moment d'engager, moi, je peux me permettre de sortir autant. Et puis d'autre part, mon employé veut être payé autant. Comment est-ce qu'on trouve l'équilibre entre les deux? Oui. Maintenant, c'est différent selon qu'on augmente, puisque par exemple ici, on commence à 2000 bruts, on arrive à 1635 net. Maintenant, si on monte à, je dis par exemple 4000 bruts, on ne va pas forcément être à 3500. Ah non. Là, il y a toujours une fourchette de 60% de 4000 qui va y rester. Et c'est toujours au prorata. C'est pour ça qu'on part toujours de la rémunération brute pour bien calculer, parce qu'un net peut être beaucoup plus élevé au niveau du brut. Est-ce qu'il existe un outil peut-être de simulation? Bien sûr, moi je vous invite tous à prendre des rendez-vous dans nos agences par vidéoconférence ou m'appeler tout simplement. Et là, on fait des simulations gratuites et on accompagne et on explique bien sûr cas par cas. Parce que justement, comme je vous ai expliqué là tantôt, il y a les secteurs qui sont liés, il y a les barèmes salariales qui doivent être d'application. Donc c'est un peu plus pointilleux quand on pourrait faire une simulation salariale avec la personne. D'accord, donc vraiment pas hésiter à contacter. Alors je précise, je ne sais pas si toi, Carole, si tu fais partie des collaborateurs qui ont offert des rendez-vous business dans le cadre de 6 tout à Days. fait. Alors dans ce cas-là, je vous invite à aller sur la plateforme 6 Days. Vous verrez qu'il y a possibilité de prendre des rendez-vous business. Ce sont des petits rendez-vous de 20 minutes avec l'organisation partenaire du salon et les collaborateurs qui y sont associés. Et donc là, vous pouvez vraiment, en 20 minutes, vous allez droit au but, vous posez votre question, vous avez une personne en face de vous qui répond de manière personnalisée. Donc profitez vraiment de cet outil très utile pour vous, en fait. Alors, donc justement, on voit ici que ça peut coûter quand même assez cher d'employer, surtout au début, hein, c'est une nouvelle charge qui vient. Est-ce qu'il existe des aides ou des subsides qui sont octroyés peut-être par l'État pour alléger un petit peu Pour cette charge? alléger. Oui, déjà, peut-être que je vais revenir parce que j'avais dit qu'il y avait 2 axes. L'autre axe, c'était pour les assurances, mais ça, on va reprendre avec toutes les obligations. Comme ça, je vais vous expliquer quelles sont les charges en plus. Au niveau des aides de l'emploi, il y a des aides fédérales et il y a des aides aussi régionales. Donc, les aides fédérales, je pense que tout le monde connaît. Une personne qui commence en tant qu'employeur a droit à la réduction au premier engagement, qui s'appelle la réduction au groupe cible. Tout le monde ne connaît peut-être pas. Hein. Peut-être pas. Et là, c'est une aide sur les cotisations ONSS de base qui est élevée à 4 000 € par trimestre. Pour le premier travailleur, c'est illimité dans le temps. Et pour le deuxième jusqu'au sixième, vous avez une réduction entre 1550 et 450 qui est limitée dans le temps de 5 ans. C'est pas mal parce que là, par exemple, dans l'exemple qu'on a vu, donc c'est 127 € d'ONSS par mois. Va être en déduction. Tout à Ça, fait. c'est super. Donc 4 000 € par trimestre, normalement, ça couvre largement les dépenses ONSS. Donc c'est une belle aide déjà. Tout à fait. Et bien sûr, il y a aussi des aides par rapport à des engagements avec des salariés qui viennent à peine sur le marché de l'emploi. Ça veut dire des aides, et ça c'est au niveau régional. Il y a le plan Sésame, il y a le plan Impulse, et bien sûr,
on peut comprendre qu'un nouveau employeur se dit on va réduire les coûts, mais vous pouvez aussi faire appel à Bruxelles Formation, Actiris, avec des personnes sans emploi ou en trajet d'insertion professionnelle pour les engager aussi à un tarif beaucoup plus. Et là, c'est les salaires qui dépendent de ces organismes-là. Tu parlais de la prime, je ne sais pas si on dit une prime ou l'aide, Impulse et Sésame. Tu peux nous en dire un petit peu plus? L'aide, comme Sésame et Impulse, c'est quelque chose qui est aussi régional. Donc, ça doit être bien vérifié, mais pas tous les nouveaux employeurs ont droit. Donc, pour ce point-là, on ne sait pas rentrer en détail. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez vous-même aller vous renseigner par rapport à ça. D'accord. Super. Alors, on parle justement de salaire. Pour certains, c'est OK d'avoir un 1600 net par mois. Pour d'autres, ils veulent plus. Voilà, chacun, c'est un petit peu subjectif. À quel moment est-ce qu'on considère qu'un salaire est correct, entre guillemets? Le salaire est déjà correct si on prend la législation. Donc, ça veut dire que si on prend déjà ce qui est prévu dans la convention collective, et ensuite, on peut faire avec vous, partenaire peut faire avec vous, en fait, un benchmarking des profils que vous souhaitez attirer. Et ça, on parle beaucoup plus des commerciaux ou des personnes. Et là, vous allez avoir un salaire qui sera, au niveau du benchmark, bien conseillé. Et puis il y a aussi les barèmes, les commissions paritaires qui, quelque part, donnent un petit peu une piste. Une piste, parce qu'il y a l'âge, il y a plus l'âge, mais il y a le nombre d'expériences et aussi les études qui font en fonction de ces barèmes. Donc les barèmes, ils sont fixés pour la fonction du travailleur. Quelqu'un qui va être dans une entreprise, qui va nettoyer, ou bien quelqu'un qui va être à l'accueil, ne va pas toujours avoir le même barème. Ensuite, on regarde au niveau des nombres d'années d'expérience dans le marché de l'emploi, et ensuite on peut regarder par rapport à des études que la personne a fait. Parce qu'effectivement, c'est vrai que je pense qu'avant, on regardait beaucoup l'âge. Tout à fait. Et maintenant, si imaginons quelqu'un qui commence à travailler très tôt, qui a 22 ans, mais qui a déjà, imaginons, 6 ans d'expérience. On prend ça en compte. Dans certaines commissions paritaires, on prend ça en compte, mais il y a aussi une négociation salariale que l'employeur est libre de faire également. Donc, c'est prévu déjà au niveau sectoriel, mais l'employeur a aussi une marge de négociation et de se dire je vais au-dessus ou je vais un peu au-dessus ou encore plus au-dessus du barème. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais nous dire par rapport ici à ce slide? Peut-être comment est-ce qu'on peut faire en sorte de réduire un maximum le coût patronal? Donc comment faire en sorte que l'employé ou le collaborateur en tout cas perçoive un salaire le plus haut possible sans forcément augmenter la charge patronale pour l'employeur? Et bien là, il y a les avantages en nature. Les avantages en nature, ça c'est la meilleure possibilité pour réduire vos coûts en tant qu'employeur et augmenter le net de l'employé. Ça veut dire qu'au niveau net, il touchera plus, et au niveau patronal, charge patronale, vous n'allez pas payer de l'ONSS sur les avantages en nature. Quelques exemples, les chèques repas. Ça, c'est le grand classique. Ça, c'est le grand classique. Le GSM, le laptop et tout ce qui est annexe que vous pouvez faire aussi. Par exemple, des frais propres à l'employeur. S'il y a des dépenses qui sont récurrentes également dans un contrat de chaque mois, on pourrait le mettre. Et là, il n'y a pas d'ONSS à payer. OK. Donc effectivement, c'est vrai que c'est intéressant parce que pour l'employé, lui qui reçoit, je prends un exemple de 100 €, s'il les recevait en termes bruts, en salaire, il n'en percevrait que 40%, alors que s'il le reçoit en avantage toute nature, c'est presque 100%, voire 100%. Tout à fait, voire 100%, parce qu'il y a une petite partie que vous devez payer au niveau du précompte, mais c'est la valeur de l'avantage en nature, et pas la valeur fiscale. Comme autre type d'avantage en nature, on pense par exemple au forfait. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est ça? C'est ce que je disais, c'est les frais propres à l'employeur. En fait, les forfaits, c'est des dépenses que
un travailleur a régulièrement et qu'il ne rentre pas ça en tant que dépense, mais il le perçoit en tant que forfait par mois avec un montant à définir. Quel type de forfait il y a toujours s'il y a des dépenses, si le travailleur va justement, comme le web design, il va parler avec les nouveaux prospects, il va aller manger, et ça c'est des frais qu'on pourrait prendre aussi parce que c'est des dépenses récurrentes et on pourrait en mettre dans les frais propres à l'employeur. Et avec toute la crise du Covid, donc maintenant on voit qu'il y a de plus en plus de télétravail. Est-ce que là aussi il y a des choses qui ont été mises en place ou peut-être qu'elles étaient même déjà là? Oui, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place et surtout chez Partena au niveau juridique, ils ont dû remettre tout ce qui est télétravail, tout ce qui était frais et il y a aussi une obligation par exemple d'intervenir dans les frais de déplacement. Et là, ils ont aussi essayé de faire une flexibilité, de se dire il y a une partie des frais de déplacement qui est mis au niveau du télétravail et une partie pas. Donc ça, c'était une grosse exercice pour des entreprises déjà existantes, mais pour les nouveaux employeurs, ils ont justement cette possibilité lors de l'engagement. Au niveau des frais Internet aussi, est-ce qu'il y a une éventuelle intervention? Ça rentre dans les avantages à la nature, donc Internet, GSM, laptop, voiture de société et les frais propres à l'employeur et également les frais de télétravail. Ok, donc ça fait déjà pas mal de choses qu'on peut mettre en place au Tout à niveau fait. des avantages en nature pour alléger un petit peu son... Oui, et bien sûr, si l'employeur est bien content de son employé, il peut aussi mettre des assurances groupes ou bien une épargne pension pour le travailleur qui peut aussi déduire de ses frais. D'accord. Oui. Alors, donc on a compris maintenant un petit peu comment ça se passe. Quel type d'employé, quel type de collaborateur on veut engager, dans quel timing, comment décider du salaire entre guillemets correct, comment alléger son coût patronal. Maintenant, une autre question, c'est quel type de contrat mettre en place. Comment décider si on veut aller plutôt vers un contrat de type déterminé ou indéterminé? À la base, avant, il y avait une période d'essai. Maintenant, les contrats sont sans période d'essai. Néanmoins, Depuis quand ça? depuis 2018. Depuis 2018, néanmoins, il y a la possibilité d'un employeur de prendre des contrats à durée déterminée de maximum pendant 2 ans, à un minimum de 3 mois de déterminé. Donc, il peut faire 3 fois ou 4 fois consécutifs des contrats de durée déterminée. Ça permet justement au nouvel employeur de se dire est-ce que ça va matcher, est-ce que j'aurai assez de travail et se retourner pas. Oui, d'accord. C'est comme si c'était une période d'essai finalement, Tout à sur fait. le contrat déterminé renouvelable. Renouvelable. Ok, donc ça, c'est ce que tu recommandes Oui, moi, aux je nouveaux employeurs? Je recommande toujours de commencer, surtout si la confiance n'y est pas. Et bien sûr, on sait que les nouveaux employeurs, ils ont encore leur business, c'est pour eux. Et le lâcher comme ça, ils doivent aussi avoir la confiance du travailleur. Quel est l'avantage justement d'opter plutôt pour ce modèle de contrat déterminé renouvelable plutôt que directement indéterminé? Les conséquences, c'est uniquement que vous êtes lié à un préavis en indéterminé. Et ça, c'est bien sûr, avec tous les cas de figure, de se dire combien de temps il a été là, combien de préavis, et le motif du fin de contrat. Ça, c'est des choses qui sont un peu plus compliquées, tandis qu'un contrat de durée déterminée, on sait qu'il y a une période de fin. Voilà, il y a moins de discussion en fait, Tout à fait. tout simplement. Ok. Et bien maintenant, imaginons que tout est clair. Donc on est d'accord pour le type de contrat, le salaire, etc., etc. Quelles sont les démarches maintenant purement administratives à effectuer pour pouvoir engager son premier collaborateur? Premièrement, les démarches administratives, c'est l'identification auprès de l'ONSS, s'enregistrer en tant qu'employeur, s'affilier auprès du service externe pour prévention et protection au travail. Ils sont là pour la santé et la sécurité du travailleur. Ensuite, souscrire une assurance accident de travail, rédiger un règlement de travail, le contrat de travail et puis communiquer l'occupation via une déclaration d'IMONA. Mais ça, il n'y a aucun problème. Lors d'un rendez-vous ou lors d'une affiliation, toutes ces étapes sont prises en charge dès le départ
aussi par Partena. D'accord. Donc, si on veut, par exemple, rédiger son règlement de travail ou son contrat de travail, Partena peut accompagner ou Tout à fait. conseiller. Tout à fait. On accompagne, on l'adapte aussi dans le temps, parce que imaginez-vous qu'un nouvel employeur, il commence avec un contrat normal, mais après il y a une voiture de société, ils font un car policy qui doit être adapté au règlement de travail. Ça, c'est tout ça avec l'expertise qu'on a chez Partena pour le mettre en œuvre dans le règlement de travail. Au niveau des assurances, il faut aussi penser aux assurances, par exemple, contre les accidents de Tout travail. à fait. Assurance accident de travail, ça c'est C'est important, c'est obligatoire. C'est obligatoire et c'est la minute où le travailleur débute chez vous doit être couvert parce que sinon, s'il y a un accident, vous n'êtes pas couvert et c'est vous qui en payez les dégâts. Oui, important. Donc, par rapport aux vacances aussi, il y a une assurance, non plutôt la caisse de vacances, mais ça c'est uniquement pour les Pour ouvriers. les ouvriers, la Ok. caisse de vacances, ça c'est quelque chose qui se fait automatiquement selon le type du travailleur que vous engagez. C'est pas quelque chose que une obligation dès le départ de votre start. D'accord. Alors, on reviendra justement à cette question de vacances, comment savoir combien de jours de congé, etc. etc. Une autre question, c'est, donc, je continue un petit peu dans la ligne du temps, donc tout fait son chemin. J'ai engagé mon premier collaborateur. Maintenant, quel temps de travail est-ce que je dois prévoir pour pouvoir gérer tout ça, Tout ce qui est administratif. voilà, gestion de la paye, etc. Histoire d'avoir une idée, c'est quoi? C'est 10% du temps En fait, toute la gestion de la paye, il faut se dire que c'est le secrétaire social qui prend en charge. Ce que nous, on a besoin uniquement, parce qu'on n'est pas dans l'entreprise, c'est les états de prestation. Les états de prestation, c'est de savoir quand la personne a travaillé, est-ce qu'elle a été en maladie, est-ce qu'elle a eu un accident de travail. Et ça se gère par l'employeur, normalement à la fin du mois, où il a une heure à consacrer. S'il les tient bien pendant tout un mois, il peut consacrer ça pour les envoyer. Et chez nous, chez Partena, c'est électroniquement sur une interface très attractive avec tous les travailleurs, ou bien un travailleur où il peut gérer la gestion de la paye soi-même. D'accord, ça c'est Smart Salary, c'est ça? Smart Salary. Ok. Donc concrètement, je rentre les états de prestation, comme tu Tout les à fait. appelles, de tous mes employés ou collaborateurs à la fin du mois. Et puis vous vous occupez d'envoyer les fiches Dans de les salaire, dans faire les le 24 paiement, ou- Justement, dans les 24 heures, vous avez la fiche de salaire qui apparaît sur l'interface. Ok. Vous avez les paiements, justement, précompte ONSS auprès du service Partena. Et vous savez comment payer le travailleur. Et ça se passe aussi par un flux automatique. D'accord. Combien ça coûte cet accès à Smart Salary? Mais ça, c'est un outil qui est mis à disposition. D'accord, gratuitement. Gratuitement lors de l'affiliation auprès de Partena. Ok, à partir du moment où on est client chez Partena Tout à en fait. tant qu'employeur, on a accès à ça d'office. Super. Alors on parlait justement tout à l'heure des vacances, là c'était pour les ouvriers, mais maintenant de manière plus générale, comment est-ce qu'on fait pour mieux comprendre tout ce qui est pécule de vacances, 13e mois, donc ce sont des termes qu'on entend souvent, mais tout le monde, tant du côté employeur qu'employé, parfois ne sait toujours pas qu'est-ce que c'est réellement un pécule de vacances, et puis il y a le double pécule de vacances, et puis 13e, 14e mois. Tu peux nous éclairer là-dessus? Eh bien, le principe, c'est le pécule de vacances, c'est le maintien de salaire durant les vacances. Tandis que là, on parle du pécule de vacances. Et le double pécule de vacances, c'est le salaire en plus pour payer les vacances. Donc, c'est un et ça, c'est uniquement pour les employés. Donc, les employés, ils ont un pécule de vacances et un double pécule. Tandis que les ouvriers, ils ont le pécule de vacances, mais ils sont payés par un fonds social qui est à travers les charges patronales que l'employeur doit payer par un fonds social. Donc, quand eux, ils prennent vacances, ils n'ont pas le maintien de leur salaire pendant ces vacances-là. C'est payé par un fonds. D'accord, donc ça veut dire que si je suis employeur et que mon employé a droit à X jours de congé, il bénéficiera du paiement de son salaire habituel comme s'il Tout était à là, fait. qu'il travaillait, plus un certain montant Tout à fait. pour pouvoir payer ses vacances, ce qui est quand même super pour l'employé, Tout à fait. une charge à prévoir du côté de l'employeur Oui. également. Oui. Et au niveau du 13e mois et 14e Et- mois, ça c'est quoi? Eh ben, il y a aussi dans certains secteurs,
Parce que le pécule de vacances, c'est pour tout le monde. Tout le monde a droit au pécule de vacances, à 20 jours s'il a travaillé l'année précédente, 5 jours semaine, et au prorata si c'était un mi-temps, et c'est pour l'année suivante. Mais la prime de fin d'année, c'est au niveau convention collective. Donc ça, c'est déterminé par secteur s'il y a une prime de fin d'année ou pas. Donc ça peut être pour un employé dans ce secteur ou d'un autre secteur, ça peut être qu'il n'y a pas de prime de fin d'année. D'accord, ok. Justement, tu parles des 20 jours de congé. Il y a certaines personnes qui n'ont pas forcément accès, ou en tout cas pas directement aux 20 jours de congé annuels. C'est dans quel cas? C'est dans le cas où ils n'ont pas travaillé l'année précédente, sauf par exemple des jeunes travailleurs qui viennent de finir leur emploi, ils peuvent faire eux-mêmes la demande auprès de VDAB et au niveau de Bruxelles, je pense, Actiris, pour avoir des congés jeunes. Alors, c'est cette caisse-là qui va payer des congés jeunes à ces jeunes travailleurs. D'accord, ok. Au niveau du 14e mois, si jamais c'est applicable, est-ce qu'on est à un mois de salaire entier ou c'est une proportion? C'est 79% du salaire brut habituel de l'année précédente. D'accord, ok, presque ça. Alors, chez Partena, vous avez un guide qui résume un petit peu les 10 grandes étapes à suivre. Est-ce que tu peux nous les partager, ces 10 grandes étapes, finalement, pour résumer? Donc, justement, quand vous venez chez Partena, vous préparez d'abord votre recrutement. Ça, vous pouvez le faire. Ensuite, vous vous affiliez auprès d'un secrétaire social pour vous décharger de toutes les tâches administratives. On vérifie avec vous les données de la banque Carrefour, mais ça, c'est au niveau de la société. Donc, si vous êtes déjà maintenant indépendant, les données de la banque Carrefour ont déjà bien été vérifiées. C'est important, surtout pour la réduction premier engagement. Ensuite, en étape 4, on vous inscrit auprès de l'ONSS. En étape 5, vous devez souscrire une assurance accident de travail. Vous devez vous affilier auprès du service externe pour prévention et protection au travail. Vous nous transmettez tout simplement les données du travailleur, comme ça on rédige avec vous le contrat de travail avec les modalités de contrat, durée déterminée, indéterminée. On rédige avec vous le règlement de travail et puis on communique l'occupation à l'ONSS via la déclaration d'IMONA. Voilà, et ça c'est vraiment le parcours qui résume tout ce qu'il faut faire quand on veut engager un nouveau collaborateur. Voilà, je trouve ça assez clair. Et puis je vois qu'on n'a pas de questions dans le chat, donc je pense que c'est vraiment très très clair. On a réussi en une trentaine de minutes à vraiment éclairer tout ce qu'il faut savoir pour engager un nouveau collaborateur. Je pense. Est-ce que tu veux rajouter autre chose, Carole, peut-être d'important à savoir? À savoir uniquement qu'il faut vraiment... C'est très important de se faire guider et de prendre des renseignements au préalable et demander des simulations salariales pour vraiment connaître le coût et l'impact et pas se dérouler dans la charge que vous avez dans votre business. Si on veut te contacter, Carole, toi ou certains de tes collaborateurs pour d'autres questions dans le futur, comment est-ce qu'on fait? Vous envoyez un mail ou bien vous pouvez me contacter par téléphone. Ok, quelle est l'adresse mail? carole.tamboué@partena.be et mon numéro de téléphone Notez. c'est le 0471 80 35 90. Ah ben voilà, c'est un accès super direct, on ne peut pas plus personnaliser que ça. Super, et bien merci beaucoup Carole d'avoir répondu présent, d'avoir éclairé tous les employeurs actuels et futurs employeurs pour l'engagement de leurs premiers ou leurs futurs collaborateurs. Nous espérons que cette session vous aura été utile et agréable. Surtout, n'hésitez pas à contacter Carole ou d'autres de ses collaborateurs. Le salon 6 Days, ça continue jusqu'à demain midi à peu près. Donc vous pouvez continuer à regarder les sessions live, à prendre vos rendez-vous business. Et puis surtout, nous, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une très très belle continuation et le meilleur pour tous vos projets entrepreneuriaux. À très bientôt. Merci beaucoup.